Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi s'est entretenu avec Martin Fayulu. Nous allons l'aborder tout à l'heure, mais bien avant, on va faire un dernier tour de table sur le sujet du Gabon, puisque les invités ont encore des choses importantes à ajouter avant qu'on aborde la République démocratique du Congo. Je commence ce dernier tour par vous, Constant Lebon. Oui, justement, vous avez bien fait de soulever le risque du délai assez long pour l'application de la mesure. Vous allez constater que les pays profiteurs de ces exploitations, l'exportation des minerais bruts, ne seront pas d'accord. Les multinationales qui profitent de l'exploitation et l'exportation de ces minerais, ces ressources brutes, vont se préparer également pour contrecarrer cette volonté politique du nouveau président gabonais. Vous vous rappelez, en 1974, le président Yadema a payé de sa vie pour avoir demandé l'augmentation de la part de l'État à la CTMB. Alors, tout de suite, les calculs au Gabon vont montrer que cette transformation du manganèse sur place profitera beaucoup plus au Gabon et ce n'est pas de l'intérêt de ces multinationales qui sont dans le domaine. Alors, le président Clotaire Oligui Nguema doit prendre toutes les dispositions pour éviter un coup d'État contre lui parce que ces détracteurs ou bien ces profiteurs de nos ressources africaines ne lésinent pas sur les moyens les plus vils possibles. Ils les appliquent pourvu qu'ils gardent leur mainmise sur ces ressources-là. Alors, c'est un risque que de donner un délai assez long, 3 ans et demi ou plus, c'est trop grand. Il fallait tout de suite aller à l'application, même si ça va prendre du temps pour mettre les industries de transformation sur place. Eh bien, c'est mieux plutôt que de donner un temps trop long, un délai trop long pour permettre à ces gens de se préparer et inverser la tendance voulue par le nouveau régime politique. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou. Alors, Kondonayote, n'est-ce pas, plutôt pour éviter aussi que les gens crient, il a arrêté l'exploitation, il n'a rien fait, il a juste arrêté pour suivre les tendances dans les autres pays, n'est-ce pas, aussi pour éviter certaines critiques qu'il a donné un délai, le temps de se préparer en aval. Vous savez, actuellement, la production annuelle de manganèse par le Gabon oscille entre 6 à 8 000 tonnes. 8 millions de tonnes par an. 8 millions de tonnes par an. Et en 2023, c'était 7,4 millions de tonnes. Oui, maintenant, ça aussi. Donc, cette année, je crois qu'on va produire plus parce qu'on a plus besoin de ressources pour relancer la machine gouvernementale avec le nouveau gouvernement et les charges qui pèsent sur le gouvernement. Et je crois quand même en prenant cette décision, ça peut créer la paralysie du gouvernement parce que la rupture du contrat existant avec l'amorce d'une nouvelle réforme pour l'exploitation de ces minerais risquerait de créer des frustrations entre les acteurs. Et donc, je crois quand même que les multinationales, telles que le disait le collègue Lemou, doivent se réveiller aussi, savoir que nous vivons un temps de lumière et qu'il n'y a plus de vérité qui est cachée. Tout le monde connaît aujourd'hui les trucs et que les Noirs, tout comme les Blancs, ont des facultés pour posséder la technologie, avoir de l'intelligence pour exploiter. Ne sont pas seulement les Blancs qui ont de l'intelligence, les Noirs aussi l'ont. Et à ce fait, pendant les 3 ans, je pense que Oligui s'est donné ces 4 ans minimum pour pouvoir développer les capacités de ses concitoyens afin de prendre le contrôle de la production. Et d'ailleurs, ça peut donner lieu à des contrats de prestations où les entreprises de fabrication des usines, comme l'a souligné Eric Johnson, qui peuvent passer des marchés avec le Gabon pour la fabrication sur place des pièces de véhicules et consorts qui peuvent aller nourrir les entreprises en Europe. Et donc, ça va faire les échanges de technologies, de compétences, etc. sur l'ensemble de la planète. Et donc, c'est à cela que nous appelons dans la confraternité de la race humaine mondiale. Merci beaucoup à vous, Kondonayote. Eric Johnson, qu'avez-vous à dire? 3 ans, un peu plus, le temps de se préparer, n'est-ce pas, aussi
pour éviter de faire partir les gens et que les usines soient là et qu'il n'y ait pas réellement de production et que ceux qui travaillent là-bas aussi se retrouvent au chômage, le temps qu'on se prépare au niveau de l'État. Je continue pas à croire qu'on a pris des dispositions, surtout que le manganèse gabonais est exploité par des expatriés. Et du coup, est-ce que le pays a suffisamment de main-d'œuvre pour pouvoir extraire d'abord ce minerai et pouvoir le transformer? C'est très important. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a des Gabonais qui travaillent également dans ces usines d'extraction, mais attention, est-ce qu'ils disposent de cette technicité-là pour pouvoir faire ce travail-là? Et surtout que nous parlons de transformation, il faut déjà aussi préparer en amont la main-d'œuvre qui va transformer ce manganèse-là. Donc, c'est un travail qu'il faut faire pendant un bout de temps. C'est vrai que en Afrique, nous sommes vraiment ingénieux, mais cela suffirait-il pour pouvoir commencer par mieux extraire ce minerai-là nous-mêmes et le transformer après. Ou soit, il y aurait encore des accords de formation des Gabonais pour l'extraction d'abord et après pour la transformation. Merci beaucoup. À vous tous, Eric, je reste avec vous pour parler à présent de la République démocratique du Congo à l'appel de Martin Fayulu, le président Tshisekedi s'était dit disponible. Les deux hommes se sont rencontrés au Palais de la Nation ce jeudi 5 juin, une rencontre conviviale selon les termes du communiqué livré par Martin Fayulu. Ils ont dû discuter de l'avenir de la République démocratique du Congo, Eric. C'est une très bonne chose. Je pense que les populations, les militants des partis politiques en Afrique doivent faire extrêmement attention. Parce que voilà des hommes politiques qui de tout temps se tiraillent, qui à peine se saluaient, qui à peine discutaient des problèmes du pays, qui décident du jour au lendemain de se rencontrer. Je dis toujours que les politiciens connaissent leur langage. Ils savent à quel moment faire les choses entre eux. Mais déjà, il y a eu déjà des boucs émissaires, des gens qui ont perdu leur vie, des gens qui ne se parlent même plus, c'est-à-dire des dissensions même au sein des familles. C'est extrêmement, c'est une parenthèse que j'ouvre pour tomber sur le sujet. Je dis aujourd'hui, il faut que les politiciens apprennent déjà à leurs militants qu'il faut toujours discuter, qu'il faut toujours se parler, quelle que soit la situation. C'est vrai qu'en 2018, Étienne Tshisekedi avait promis soutenir Martin Fayulu pour l'élection présidentielle. Mais après, il s'est rétracté et il a fait cavalier seul. Et finalement, c'est lui qui a remporté, enfin, selon la CENI, ce scrutin-là, il est devenu président de la République. Et depuis 2018, les deux hommes ne se parlent plus. Sauf qu'il y a eu un dialogue où la CENI avait demandé que les hommes politiques viennent discuter des conditions d'organisation des élections et ils se sont salués. Quand les gens ont approché Martin Fayulu pour lui poser la question, il a dit clairement que c'était juste pour la courtoisie. Alors pas plus. Ça veut dire que au-delà de la salutation, ils n'ont même pas discuté de quoi que ce soit. Ils se sont pas parlé. Juste un petit bonjour et basta. Là aujourd'hui, je pense que les deux hommes ont fait la fierté de ces hommes politiques que nous voulons avoir. Quand Martin Fayulu et Joseph Kabila se sont rencontrés, ils ont dit qu'il faut organiser un dialogue national. Ouais. Et ensemble, ils ont pris cette décision et Martin Fayulu a dit « Moi, je vais rencontrer
le président Tshisekedi. Tout le monde se posait la question de savoir, mais de quoi vont-ils discuter? Est-ce que Tshisekedi va accepter de rencontrer, etc. Mais finalement, ils ont fait un sursaut de patriotisme. Tshisekedi a accepté. Et Fayulu est venu, ils se sont parlé. Ils ont parlé des problèmes essentiels de la RDC et qui se résument en 3 points essentiels: la crise sociale, la crise politique et la crise sécuritaire. Et je crois que c'est d'ailleurs une très bonne chose que qu'entre politiciens, on se parle et qu'on dise des choses de vive voix. Parce que rester dans son coin, prendre le téléphone, appeler l'autre, discuter, mais c'est pas sérieux. Mais là, je pense qu'ils sont en train d'aller dans le fond du sujet et cela va peut-être aboutir, pourquoi pas, au règlement des problèmes qui minent la société congolaise. Et également, il faut dire que Martin Fayulu, avant de rencontrer Félix Tshisekedi, il est allé voir le cardinal Fridolin, avec qui il a discuté et il était également question de ce dialogue national-là que revendique également Joseph Kabila. Je pense qu'aujourd'hui, les hommes politiques congolais sont en train de prendre conscience de la situation de ce pays-là. Si vous ne dialoguez pas, si vous ne discutez pas entre vous, vous ne trouverez jamais de solution à cette crise généralisée dans ce pays qui crée une certaine psychose au sein des populations. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson, Constant Lemou, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi se sont rencontrés ce jeudi à la présidence. Les deux hommes ont eu une rencontre conviviale, à en croire le communiqué final. Oui, je pense que cette rencontre fait suite à la main tendue par Fayulu il y a de cela une semaine environ, au sujet de la crise, la recherche des solutions à la crise militaire que vit le Congo. Alors, si les deux hommes ont pu se rencontrer rapidement, c'est tant mieux pour le pays. Et puis, c'est parce que depuis 2018, à l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, contrairement à la tendance réelle des résultats des élections, je pense que désormais, les deux hommes ont mis de côté ce contentieux qui n'a jamais été vidé et pour faire face à l'intérêt national, donc la lutte contre l'insécurité et la rébellion dans l'est de la RDC. Alors, j'imagine que cette rencontre a permis non pas de partager un verre pour célébrer, disons, la fin de l'antagonisme ou du moins la baisse de garde de chaque camp. J'imagine qu'ils ont donc échangé sur les voies et moyens pour trouver une solution ou ne serait-ce un compromis avec le mouvement rebelle M23 et ses alliés. Et je pense également qu'ils doivent trouver une stratégie pour se mettre à trois avec Joseph Kabila, qui est maintenant positionné dans l'Est, donc dans la zone occupée par la rébellion. Et ça ne serait que d'une bonne chose pour la population de la RDC qui attend de ces grands décideurs, les grands leaders de ce pays, la solution pour vivre en paix et en sécurité. Ceci laisse entrevoir les conséquences négatives d'une mauvaise politique. Les différents camps politiques se dressent souvent en Afrique en ennemis jurés, alors que les compétitions électorales devraient aboutir à la paix, quel que soit le gagnant, et que celui qui gagne soit le président de tous les citoyens du pays. Mais ce que nous avons constaté en RDC et aussi dans les autres pays, c'est que les perdants, soit les élections sont mal organisées et ce n'est pas le vrai gagnant qui est proclamé vainqueur,
Et alors, il naît cet antagonisme et les hommes et les femmes ne se parlent pas et chacun est tranché dans son camp et se regarde en chien de faïence, ce qui n'est pas du tout favorable à la paix et au développement du pays. Celui qui a gagné, il se met à démanteler les réseaux de celui qui n'est pas au pouvoir pour se sentir le seul maître à bord, ce qui est contraire à la cohésion nationale. Et je pense que les présidents qui ont choisi l'ouverture dans la gouvernance ont trouvé la meilleure voie d'apaiser les tensions entre les tendances politiques et les hommes qui les incarnent. Et je pense que Félix Tshisekedi devrait écouter attentivement les propositions de Fayoulou, les mettre en application si elles sont vraiment les meilleures pour que la RDC puisse connaître un apaisement. Et vraiment, ce sera un peu difficile parce que la position actuelle de Joseph Kabila ne va pas faciliter les discussions et il revient au président Tshisekedi de mettre beaucoup d'eau dans son vin, de revoir sa copie par rapport au dossier judiciaire de Kabila pour lui permettre de faciliter les rencontres et la résolution de la crise. Merci beaucoup. À vous, Constant Lemou. Alors, Nayoté, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou se sont finalement rencontrés ce jeudi pour une logique, celle de sauver la République démocratique du Congo. Je rappelle que les deux hommes ne se sont plus parlé depuis 2018, comme l'a mentionné tout à l'heure Eric Johnson. Et Martin Fayoulou estime avoir été le vrai vainqueur de la présidentielle. Félix Tshisekedi est celui qui a déclaré, c'est d'ailleurs lui le président, il a été réélu en fin d'année dernière. Finalement, la situation oblige les deux hommes à se rencontrer, à se parler. Vous savez, il y a eu un accord entre Tshisekedi et Kabila qui a été en défaveur de Fayoulou lors des élections passées. Et donc aujourd'hui, celle de 2018. Celle de 2018. Et si éventuellement, depuis 2018, ils se sont vus en flash en 2023 et qu'aujourd'hui, cette semaine, ils se sont rencontrés encore dans l'esprit de construire l'apaisement de la nation congolaise, je crois quand même que c'est un bon signe. Et le cadre choisi, les dispositions me font entrevoir un signe fort, un signal fort politiquement parlant, parce que Tshisekedi a accepté la main tendue de Fayoulou, l'a reçu dans son bureau spécial où il recevait ses collègues présidents s'il visitait la RDC. Et donc, ça voudrait dire que, quelque part, il met Martin Fayoulou en position de président et avec l'accolade, le verbe qui a été livré, c'est que je suis très content de vous avoir rencontré aujourd'hui. Nous allons parler à cœur ouvert. À cœur ouvert, cet instant, je crois quand même que Fayoulou, au-delà des questions qui fâchent, la sécurité, la défense des questions électoralistes et consorts, Fayoulou est allé évoquer avec Tshisekedi le pacte social, qui est un document proposé par l'Église catholique et protestante. Ce document, je crois quand même qu'il est important pour la paix en Afrique et partout ailleurs, que les politiques africaines puissent visiter ce document, s'inspirer, se l'approprier pour que nous puissions construire notre continent. Parce que c'est ensemble que nous devons agir contre les vautours qui sont en train de piller nos États en nous divisant. Et c'est pour ça que je rejoins peut-être mon collègue Lemou pour demander à la classe politique de la RDC de s'investir davantage dans ce qu'on peut appeler la crise judiciaire contre Kabila, puisque cela ne peut arranger en rien le développement de la RDC. Donc, je crois que cette rencontre peut être un symbole pour tous les politiciens dans tous les pays d'Afrique où on crée l'antagonisme naturellement pour mettre fin à tout ce qu'on peut appeler les business politiques qui rapprochent, mais également qui rejettent, qui met les gens en chien défaillant.
Merci. Alors, une autre question, Eric, surtout, vous avez dit tout à l'heure les trois aspects clés à aborder entre les deux hommes, excusez-moi, c'est ces trois crises sociales, politiques, sécuritaires. Mais quand on voit le profil de Martin Fayulu, même si c'est la crise sécuritaire qui l'a finalement fait réagir, est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus pour une résolution crise politique que crise sécuritaire? Quel poids a-t-il dans la résolution de cette crise sécuritaire en RDC, selon vous? Alors, je pense que tous les hommes politiques en RDC ont un rôle important à jouer dans la résolution de la crise sécuritaire. Et on ne peut pas dissocier aujourd'hui la crise politique de la crise sécuritaire du moment où il faut être en paix pour pouvoir faire la politique. Il faut être en paix pour pouvoir développer le pays. Et donc, lorsqu'il y a une crise sécuritaire qui menace, vous savez, vous vous rappelez que le M23 avait décidé de quitter l'Est pour atteindre Kinshasa, qui est la capitale politique même de la RDC. Cela voudra dire que c'est tous les territoires congolais que le M23 veut prendre. Et donc, s'il y a la guerre un peu partout sur le territoire, personne ne peut faire la politique. Et je crois que il a un rôle important à jouer. D'ailleurs même, il a dit au cours d'un entretien que quand Kabila allait et venait entre Kigali et le sud Kivu, il n'était pas au courant de ces activités, alors que Kabila était basé à Addis. Et donc, il disait cela en pensant que Kabila et lui peuvent alors jouer un rôle dans la résolution de la crise sécuritaire en RDC. Je dis, au-delà des deux dont on parle, Kabila et puis Martin Fayulu, il y a également Katumbi, et il y a d'autres qui peuvent aussi se joindre à ce lot-là pour régler définitivement le problème de la RDC. Et je fais savoir que le président Tshisekedi, aujourd'hui, a compris que seul, avec son armée, il ne pourra pas résoudre le problème de l'Est de la RDC. Il doit forcément composer avec les autres politiques, en l'occurrence Joseph Kabila, dont on vient de lever l'immunité parlementaire. Mon collègue disait tout à l'heure que les autres politiciens doivent interagir pour que l'immunité de Kabila lui soit restituée afin qu'il puisse jouer son rôle. À partir de ce moment, je pense que Fayulu veut plutôt jouer un rôle dans la crise sécuritaire qui, de façon intrinsèque, est liée à la crise politique et sociale dans le pays. Merci beaucoup. Eric Johnson, alors, Kondonayote, Fayulu pour une crise sécuritaire plutôt sociale ou bien politique? Vous savez, il a joué à un jeu de récupération parce que vous savez, il y a tout récemment, le conseiller à la sécurité de Etienne Tshisekedi a organisé un dialogue qui s'était passé également au niveau de la présidence de la RDC, mais Fayulu n'avait pas participé. Il a analysé. Et je crois qu'aujourd'hui, il a compris quand même que s'il ne tendait pas la main, le pays peut sombrer, il peut en être responsable également. Et donc, je crois quand même que c'est de bon ton que les politiques s'asseyent pour discuter entre eux sur l'avenir de leur nation. Et en choisissant ce moment, c'est très fort. Il n'avait pas choisi être dans le lot pendant le dialogue, mais néanmoins, je crois quand même que cette démarche a été salutaire et donc je crois que les jours à venir, nous allons voir. Et ça balise le chemin pour la médiation qui est en cours, peut-être portée par le chef de l'État togolais. Si je l'appelle comme ça. Le président du Conseil. Excusez, le chef du gouvernement. Voilà. Donc, du coup, c'est ça même le problème en Afrique où nous devons nous comprendre. Et aujourd'hui, est-ce que
il peut encore conduire la médiation puisqu'il a été commis pendant qu'il était chef d'État. Aujourd'hui, qu'il est le chef le président du Conseil. Est-ce qu'il peut encore conduire cette médiation ou bien le chapitre doit être revu parce qu'il s'agit de questions d'accord? Vous voyez un peu. Donc, je crois quand même qu'il est toujours là. Rien n'a été discuté à ce niveau. Et donc, cette rencontre donne le feu vert pour que cette médiation puisse se passer naturellement. Et vu qu'il y a d'autres acteurs, les États-Unis et puis le monde arabe aussi qui s'impliquent. Merci beaucoup. Oui, Constant Lemou, est-ce que Martin Fayulu serait l'élément qui apporte la paix au plan sécuritaire, ou plutôt est-ce juste une solution politique, puisqu'il y a une crise politique et qui était là avant que la crise sécuritaire ne reprenne le dessus? Bien, je pense que s'étant déclaré candidat pour être président de la RDC, c'est que il est capable d'agir sur tous les paradigmes de la vie de l'État, y compris la question sécuritaire. L'armée est gérée par le président de la République, qu'il soit civil ou militaire, de carrière. Félix Tshisekedi n'est pas un militaire de carrière, il est un civil. Étant président de la République, il est chef suprême des armées. Il est chef suprême des armées, quand bien même il est civil, c'est une fonction liée. C'est la formule consacrée. C'est une fonction liée. Et si Fayulu venait à être président de la République, ce sera le même titre. Et dans son programme de gouvernement, si jamais, ou son projet de société pour se faire élire président de la République, c'est qu'il y a forcément un volet sécuritaire. Il doit prévoir un plan de gestion de la question de défense et de sécurité du pays. Il ne peut pas aller au pouvoir parce qu'il est juste un économiste ou bien il est un sociologue. Non, pas du tout. Un homme politique qui prétend être président de la République doit être quelqu'un qui est capable d'agir sur tous les plans, y compris la question sécuritaire. Et donc, à ce titre, il pourra apporter des solutions à la crise sécuritaire. Au Togo, une dame a assumé la fonction de ministre de la Défense. On l'a vu porter de temps en temps la tenue militaire, quand bien même elle n'a jamais été formée militaire. Donc, ce sont des situations auxquelles on s'adapte rapidement. Donc, Fayulu va jouer pleinement son rôle. Et je pense qu'il a vu juste et il a tendu la main au bon moment, parce que Félix Tshisekedi est en train de conclure un accord avec les États-Unis pour brader les ressources minières, les richesses donc de la RDC dans ce projet d'accord qui veut assistance militaire contre minerais ou bien ressources les richesses de la RDC. Ça, c'est une façon tout simplement de revenir à la case de départ des années d'indépendance avec le Premier ministre, le célèbre Premier ministre de la RDC. Vous parlez de Patrice Lumumba. Je pense que les États-Unis et Félix Tshisekedi sont en train de ramener la RDC à l'époque Lumumba qui défendait les ressources, les richesses du pays, alors que les multinationales avaient un plan d'élimination pure et simple du nationaliste panafricain. Et ils ont réussi à le faire. Si, à cette époque, nous devons revenir à cette situation, ce serait vraiment grave pour la RDC, pour l'ensemble de l'Afrique. Donc, Fayulu est en train de jouer un rôle, sauf que il faut faire très attention à tous les niveaux, parce que lui n'était pas différent de ceux qui garantissent, les chefs d'État qui garantissent les intérêts occidentaux en Afrique. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.